Le grand chantre des troisièmes mandats est les tensions politiques au Sénégal. Alassane Ouattara se dit prêt à acheminer armes et munitions pour la répression. Alassane Ouattara est un homme dangereux et pour cause. L'individu ne croit qu'en la violence, il ne croit qu'en la destruction. Appréciez vous-même. Pour parvenir au pouvoir en Côte d'Ivoire par tous les moyens, pendant 20 ans, il n'a eu de cesse de perpétrer contre le peuple ivoirien un nombre incalculable de coups d'État, de rébellions et autres forfaits qu'il serait fastidieux d'énumérer ici. Mais toute la sous-région ouest-africaine sait que c'est par l'usage abusif de la guerre, soutenu par la France, qu'il a pu en définitive s'imposer au peuple ivoirien. Combien d'entre eux ont perdu la vie pour que ce despote soit au pouvoir? Depuis lors, il gouverne ce pays par la force de la décapitation des têtes des Ivoiriens et de la répétition obsessionnelle des coups d'État civils. Cet imposteur qui s'est présenté au peuple ivoirien comme un banquier, un technocrate et un politicien policé venu du FMI, s'est révélé être un autocrate, un tyran impénitent qui viole la Constitution pour capturer le pouvoir politique ivoirien en imposant un troisième mandat présidentiel inconstitutionnel au pauvre peuple de Côte d'Ivoire. Sûr de sa domination sur le peuple ivoirien, il a donné l'idée saugrenue à Alpha Condé de faire en Guinée un troisième mandat qui lui aura été fatal. Aujourd'hui, ce dernier n'a que ses yeux pour pleurer. Comme je l'avais affirmé en 2021 et démontré tout récemment, c'est encore lui qui encourage Macky Sall dans la voie du troisième mandat. Souvenez-vous que quand je mettais en garde les Sénégalais contre les menées subversives et perverses du dictateur ivoirien, contre leur constitution, certains affirmaient que la chose était impossible dans leur pays. Ils considéraient que la tradition républicaine s'était si amplement ancrée dans leur pays qu'il ne viendrait à l'idée de personne de tenter de capturer antidémocratiquement le pouvoir à Dakar. Voilà que les choses commencent à se préciser. La vérité est que le président Macky Sall se laisse tromper par le tyran ivoirien qui en réalité le pousse afin de faire valider par ricochet en Côte d'Ivoire son quatrième mandat présidentiel qu'il s'est mis en tête de capturer. Si Macky Sall réussit son coup d'État au Sénégal, le quatrième mandat en Côte d'Ivoire ne sera qu'une formalité. Il passera comme une lettre à la poste. Les deux comparses ont donc un intérêt vital commun à se maintenir au pouvoir contre leurs constitutions respectives. Alassane Gaspard Dieudonné Ouattara alias le Chameau a déclaré, sans s'en cacher, qu'il a le soutien de la France. Il affirme aussi qu'en sa qualité de régent attitré de la France en Afrique de l'Ouest, il a aussi obtenu de l'Hexagone l'adoubement du troisième mandat de Macky Sall, son protégé. Il a d'ailleurs promis à ce dernier qu'au soir de l'élection présidentielle sénégalaise, il garantit que la France et l'Union européenne pondront des déclarations de reconnaissance à sa parodie de réélection prévue au Sénégal. Il semble que le vieux grigou ivoirien se désole que Macky Sall n'ait pas le cran de broyer son opposition comme lui l'a réussi en Côte d'Ivoire. À ses proches qui l'interrogent sur la dangerosité de la situation au Sénégal, il ne manque pas de les rassurer en disant qu'il est prêt à livrer des armes et des munitions au président sénégalais afin de museler et d'écraser toute résistance au Sénégal, car pour lui, la victoire de Macky Sall, c'est la victoire de son quatrième mandat. Chers auditeurs sénégalais, cette information est authentique. Pour rappel, j'avais révélé au peuple malien à l'époque qu'Alassane Ouattara avait acheminé des armes au Mali en soutien à Ibeka. Certains ne m'avaient pas cru. À ce propos, je vous demande de visionner la vidéo que j'avais faite en ce temps. Ensuite, nous en tirerons les enseignements pour le Sénégal. Humilié au sommet de la CEDEAO, Alassane Ouattara entre en guerre contre le peuple malien. Les lecteurs de Chris Yapi se souviendront des manœuvres dolosives et dilatoires mises en œuvre par le président Alassane Ouattara contre le tout nouveau président élu de Guinée-Bissau, M. Umaru Sissoko Embaló. En effet, son candidat, l'ancien premier ministre Domingos Simoes Pereira, ayant été battu proprement dans les urnes, le président Ouattara n'a pas voulu se soumettre à l'évidence. Il a donc tenté d'avoir recours à ce qu'il sait le mieux faire, c'est-à-dire susciter un coup d'État militaire contre le président élu pour le renverser avant même son installation. Comme pris de frénésie, il a entrepris de financer l'adversaire de Sissoko Embaló
à Bourse déliée pour que ce dernier puisse provoquer des manifestations de masse dans le pays, mais aussi et surtout, il a essayé en relation avec la Guinée-Conakry d'introduire des armes à Bissau. Armes qui devaient être livrées à des mercenaires et à des soldats renégats pour s'emparer du pouvoir, mais fort heureusement, le nouveau régime a réussi à les intercepter grâce aux informations précises de Chris Yapi. Le déstabilisateur Ouattara a échoué et les Bissau-Guinéens n'oublieront pas qu'il a voulu mettre leur pays à feu et à sang, rien que pour imposer son homme au pouvoir. Aujourd'hui, le même homme, Alassane Ouattara, récidive. Cette fois, c'est le Mali qui est dans son viseur. Irrité contre les forces d'opposition, civiles, politiques, syndicales et religieuses, qui veulent se défaire d'Ibrahim Boubacar Keïta dit Ibeka, le président ivoirien a organisé l'acheminement d'armes et de munitions à partir de la Côte d'Ivoire, comme il l'avait fait il y a 5 ans pour le Burkina Faso en lutte contre Blaise Compaoré. Refusant que le peuple burkinabé parvienne à renverser le président Compaoré en pleine répression des manifestants, il a envoyé via son frère Téné Birahima Ouattara et le général Diomandé Bagondo des mallettes d'argent et des armes par hélicoptère pour que le régiment spécial présidentiel RSP puisse réprimer davantage les manifestants et prendre le pouvoir. Lors du procès contre les auteurs de la répression des manifestations, le nom d'Alassane Ouattara a été cité plusieurs fois par les accusés, notamment les pilotes d'hélicoptères, les officiers commandant les troupes du RSP et les responsables des services financiers et logistiques de ce régiment. Tous ont déclaré dans leur déposition qu'ils ont reçu des munitions et de l'argent en provenance de la Côte d'Ivoire du président Ouattara. Cette fois, c'est par voie terrestre qu'il a fait acheminer des cargaisons d'armes et de munitions en direction de Bamako pour renforcer l'assise sécuritaire d'Ibeka et le conforter sur le trône présidentiel. Le président Alassane Ouattara veut coûte que coûte étouffer la colère de la rue bamakoise et tenir en respect la démocratie malienne. Pour lui, c'est une question de fierté personnelle et de survie politique. En effet, les lecteurs de Chris Yapi savent maintenant comment le président Ouattara a été humilié par l'opposition malienne lors de la mission des chefs d'État de la CEDEAO à Bamako pour tenter de résorber la crise malienne. Les Maliens lui ont rappelé à quel point il était peu légitime de leur parler de respect de la loi et de la primauté du droit, lui qui dans son propre pays foule aux pieds les décisions des institutions judiciaires africaines lorsqu'elles ne lui plaisent pas. Il a dû quitter Bamako précipitamment dans la honte et la furie. Après cette humiliation, il a juré qu'il ferait payer à l'opposition malienne son outrecuidance. Mais au-delà de sa fierté personnelle, l'homme se bat surtout pour ne pas que le mauvais exemple de la destitution des chefs d'État impopulaires vienne du Mali, au cas où le peuple malien réussirait à renverser Ibeka. Il a juré qu'il ferait tout pour qu'il n'y ait pas un printemps malien qui soufflerait sur l'Afrique de l'Ouest. Il est déterminé à faire en sorte que les peuples ivoiriens et guinéens ne soient surtout pas tentés d'emboîter le pas à leurs voisins maliens. C'est pourquoi il a décidé de s'engager à fond pour mettre en place une véritable chaîne de solidarité autour du soldat Ibeka. En plus d'envoyer des armes et des munitions à Bamako, Alassane Ouattara se démène comme un beau diable pour organiser la riposte diplomatique contre le peuple malien et à apporter à Ibeka le soutien franc de ses pairs de la CEDEAO. Ces jours-ci, c'est avec des coups de fil intempestifs qu'il submerge les chefs d'État voisins, notamment le Sénégalais Macky Sall, le Mauritanien Mohamed Ould Ghazouani, le Burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. Enfin, presque tous les chefs d'État de la sous-région pour qu'ils se mettent ensemble pour faire bloc contre les manifestants et réduire l'influence de la coalition sociopolitique qui œuvre au départ d'Ibeka. Cependant, tout le monde n'est pas prêt à se laisser embarquer dans le navire fou du président Ouattara. Ainsi, le président Kaboré, qui garde une dent dure contre ce déstabilisateur patenté, a refusé de s'associer à cette aventure au motif qu'il a lui-même fort à faire contre le djihadisme dans son propre pays. Il se tient donc à l'écart des manœuvres d'Alassane Ouattara. Le président mauritanien, quant à lui, a répondu poliment que n'étant pas membre de la CEDEAO, il souhaite se tenir à l'écart des négociations en cours. Le président Faure Gnassingbé du Togo, lui, se montre plutôt réservé. Le président Muhammadu Buhari du Nigeria n'entend pas se mettre sous la coupe d'Alassane Ouattara, avec qui il a de nombreux contentieux, notamment sur l'avenir de l'ECO. Seuls les présidents du Ghana, Nana Akufo-Addo, Alpha Condé de Guinée-Conakry et Macky Sall du Sénégal ont épousé la ligne politique du président Ouattara, usé de tous les moyens et de toutes les ruses pour arriver à maintenir Ibeka au pouvoir contre la volonté du peuple malien. Ibeka lui-même sait qu'Alassane Ouattara n'a pas d'affection particulière pour sa personne ni pour le Mali. Point du tout. Bien au contraire,
Alassane Ouattara a un complexe de supériorité vis-à-vis des chefs d'État de la sous-région qu'il qualifie de semi-lettrés pour la plupart. Il se vante d'être le seul d'entre eux à être détenteur d'un PhD de Pennsylvanie aux États-Unis et le seul à avoir été directeur général adjoint du FMI, section Afrique. À ses pieds, les autres chefs d'État sont du menu fretin. Quant au peuple malien, il lui affiche un grand mépris. À ses proches, le président Ouattara confie que les Maliens sont misérables et que la Côte d'Ivoire devrait s'en prémunir. Ceci donne à sourire quand on sait que pour bon nombre d'Ivoiriens, Alassane Ouattara demeurera voltaïque d'origine. On comprend aisément que son implication dans la crise politique malienne aux côtés d'Ibeka n'est qu'une opération de survie politique pour lui-même et son régime. En effet, s'apprêtant à aller à un troisième mandat périlleux, il lui faut absolument s'assurer d'avoir des alliés dans la sous-région. Naturellement, il a pour allié objectif le président de la Guinée-Conakry, Alpha Condé. Comme Alassane Ouattara, celui-ci s'apprête à faire un passage en force pour effectuer un troisième mandat à la tête de son pays. Alors, si le président Ouattara veut réussir son opération comme il s'y prépare, il a besoin d'un Mali calme, géré par un allié sûr qui maîtrise sa population comme le fait Alpha Condé en Guinée. Le Mali, la Guinée et la Côte d'Ivoire ayant de longues frontières communes, toute secousse dans l'un de ces pays aura indubitablement des répercussions sur l'autre. Alassane Ouattara ne veut donc pas prendre ce risque. Ibeka, connaissant les bonnes relations de ce dernier avec la France, s'appuie sur lui pour obtenir un soutien franc de Paris pour ce qui est de son maintien au pouvoir malgré la contestation. Le président ivoirien a ainsi appelé la cellule africaine de l'Élysée pour leur transmettre la vision de la CEDEAO sur la crise du Mali. Il a expliqué que le maintien d'Ibrahim Boubacar Keïta est un impératif absolu pour la stabilité de la sous-région au plan sécuritaire. Enfin, le président Alassane Ouattara, qui aime le bon vin rouge et ne dédaigne point les délicieuses côtelettes de porc quand son taux de cholestérol le lui permet, déteste cordialement l'imam Mahmoud Dicko et le peint comme un diable en turban, allié aux djihadistes pour instaurer un califat islamique au Mali et au Sahara. Tout ce qu'il faut pour effrayer Emmanuel Macron et conditionner la diplomatie française pour s'engager fermement aux côtés du président contesté. C'est tout ce soutien actif du président Alassane Ouattara qui revigore Ibeka et qui l'a conduit à la surprise générale à publier un micro-gouvernement dans lequel il s'est attribué d'avance tous les ministères régaliens, notamment la défense, la sécurité, la justice, les affaires étrangères, l'administration territoriale, l'économie et les finances, avant même le début des pourparlers pour la constitution d'un gouvernement d'union nationale avec l'opposition. Cependant, au sein même de la CEDEAO, l'activisme d'Alassane Ouattara inquiète et son influence s'amoindrit de jour en jour quand on voit la dégradation accélérée de la situation politique dans son pays à l'approche de la présidentielle d'octobre 2020. Tous les ingrédients d'une violente crise électorale sont presque tous réunis et nul ne sait d'où surgira l'étincelle qui embrasera le tout. Les chefs d'État voisins se demandent pourquoi Alassane Ouattara est si excité et acharné sur la question malienne alors que chez lui-même le feu est en train de couver. Tout le monde sait que le président du Nigeria n'est pas favorable à un troisième mandat du président Ouattara et il le lui a dit. C'est le seul qui est redouté par le chef de l'État ivoirien car il est capable de faire basculer les choses au plan sous-régional voire international. En effet, il le sait, la France n'est pas favorable à son projet de troisième mandat, les États-Unis non plus. Les présidents du Nigeria et d'Afrique du Sud ont clairement laissé entendre qu'ils n'approuveraient aucun tripatouillage des constitutions dans le but de se perpétuer au pouvoir. Mais au plan sous-régional, Alassane Ouattara tient déjà Macky Sall en laisse et se rapproche de Nana Akufo-Addo afin que la CEDEAO se concentre uniquement sur la crise malienne et évite de regarder ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La CEDEAO, qui s'est battue pour que soit entériné le principe de la limitation des mandats dans son protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, ne semble pas encore prendre la mesure de ce qui se prépare en Côte d'Ivoire et des efforts mis en œuvre par Alassane Ouattara pour que cette organisation regarde ailleurs. C'est donc au peuple malien de prendre ses responsabilités pour dire stop au président Ouattara qui veut transformer le Mali en dominium de la Côte d'Ivoire sur lequel il pourra imposer ses vues et ses hommes à travers Ibeka. Chers auditeurs, le même Alassane Gaspard Dieudonné Ouattara alias Chameau n'avait-il pas acheminé des armes et des munitions au Burkina Faso lors du coup d'État du général Gilbert Diendéré? Pourquoi ne penserait-il pas qu'il est en droit de le faire au Sénégal? En tout cas, il l'a affirmé à ses proches et Chris Yapi n'a pas de raison d'en douter, surtout que sa propre survie politique de despote ivoirien en dépend,
comme il l'a lui-même déclaré. Si le peuple sénégalais n'interpelle pas le dictateur des lagunes, ce sont des balles ivoiriennes qui massacreront l'opposition sénégalaise, comme hier elles ont assassiné les Ivoiriens, les Burkinabés et les Maliens. Aucun doute, Alassane Ouattara ne changera jamais sa manière inimitable de s'asseoir jusqu'à la fin de son triste règne. La République démocratique du Congo déplore la persistance des changements anticonstitutionnels des gouvernements en Afrique, changements qui, du reste, n'apportent aucune solution ni à la problématique de la gouvernance dans les pays concernés, ni au terrorisme qui les déstabilise et tue leur population. Dans le même sens, le peuple congolais refuse d'admettre que l'Union africaine et les communautés régionales peinent souvent à éteindre les foyers de tension en Afrique, se limitant à des déclarations et des formules alambiquées, peu suivies des faits, ou, dans le pire des cas, se font aphones, sinon indifférentes, là où ils demeurent d'œuvrer rapidement pour faire avancer le développement du continent. Nous, Africains, réduisons nos chances de progrès et d'intégration si nous ne nous libérons pas de telles pesanteurs qui nous privent des capacités d'émancipation collective et nous maintiennent dans la dépendance extérieure. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.